Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver ce dimanche pour parler des lectures que j'ai faites cette semaine et il y en a quand même pas mal de faites. Je suis très contente parce que j'ai eu un très bon rythme de lecture, ça a repris cette semaine donc je suis ravie et j'ai pu terminer et lire en entier pas mal de livres. Je vais vous présenter tout ça. Voici la pile, comme vous voyez elle est assez conséquente donc on va pas perdre plus de temps avec cette petite introduction et on va passer aux choses sérieuses. Alors rapidement je vous parle des mangas donc que vous connaissez maintenant depuis le temps. J'ai lu le 13e et le 14e tome de Happy, toujours cette petite série de mangas que je vous présente chaque semaine. J'ai quasi terminé vu qu'il me reste le 15 à lire et ensuite la saga sera finie. J'ai très hâte de savoir comment tout cela va se terminer et j'ai vraiment passé un très bon moment avec ces personnages et avec cette histoire. Je suis un petit peu triste quand même que ce soit fini mais j'ai très hâte de savoir comment tout cela va se conclure. Je passe ensuite à ceci qui est un petit webtoon. C'est le premier tome de cette petite série. Ce tome s'appelle Ina. Le titre c'est en anglais, vous le voyez ici, je vais vous épargner mon accent catastrophique et c'est aux éditions K-Books. C'était très sympathique, ça fait un petit moment que j'ai ce tome dans ma palle, j'avais craqué il y a un moment et voilà, là j'avais envie de le découvrir. Et donc au niveau de cette histoire, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Aristia qui depuis quasiment sa naissance est destinée à devenir l'épouse de l'empereur. Donc ça veut dire que pendant toute sa vie, bon elle est très jeune évidemment, mais durant toute son enfance, elle a été préparée pour devenir l'épouse de l'empereur. Et malheureusement, chose étonnante, il y a une jeune fille d'un autre monde qui va apparaître soudainement et qui finalement va prendre sa place et l'empereur va donc décider de l'épouser elle à la place de Aristia. Et suite à ce retournement de situation, eh bien Aristia va vivre des moments difficiles parce que l'empereur va vraiment être désagréable avec elle. C'est désagréable, le mot est faible. Il est extrêmement cruel avec elle. Il est détestable avec elle et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant étant donné que, je vous dis pas dans quelles circonstances, mais à un moment donné, elle va être condamnée et mise à mort. Alors, contre toute attente, eh bien, elle ne va pas mourir, mais elle va se réveiller dans le passé. Donc, elle va se réveiller 7 ans plus tôt, dans le château, dans le domaine de son père, avec son père. Et du coup, elle va se retrouver en étant enfant. Donc, est-ce que le destin lui a donné une seconde chance? Et à elle de voir ce qu'elle peut en faire, ce qu'elle peut faire de cette nouvelle opportunité. Ça, c'est pour le petit résumé. Et j'ai passé un agréable moment avec cette lecture. Les dessins sont très jolis. Je pense que vous avez déjà un petit peu vu passer des webtoons comme ceci et c'est en général des dessins très beaux. Voilà, on a le début ici. Voilà, on a ce genre de style graphique qui est très beau, dans des couleurs assez pastel ici pour la planche de droite. C'est des dessins qui sont très soignés, très travaillés. C'était vraiment très agréable à ce niveau-là. Encore une petite planche juste pour le fun. Donc voilà, ça c'est pour la qualité des dessins. Alors c'est vrai que la première partie, eh bien, j'étais pas sûre d'être emballée parce que c'est la partie compliquée où justement Aristia est harcelée et vraiment harcelée par l'empereur qui est cruel, qui est méchant, qui lui cherche des puces constamment, il y a beaucoup de violence en fait dans cette première partie et l'attitude de l'empereur est infecte clairement. Donc je me disais que j'étais pas certaine du coup d'apprécier si ça allait continuer comme ça. Et la seconde partie est beaucoup plus intéressante, donc quand elle se retrouve dans le passé, là c'est beaucoup plus sympathique à suivre. Il y a des nouveaux personnages qui vont arriver, il y a des choses qui annoncent un petit peu la suite de la série, il y a des petites choses qui pointent leur bout de leur nez, notamment des amitiés, des petites histoires d'amour, ce genre de choses. Donc je pense que ça peut être beaucoup plus sympathique au niveau de la suite et des tomes
suivant. Je pense qu'il y en a déjà pas mal qui sont sortis d'après ce que j'avais un petit peu regardé. Je pense que cette série est déjà bien entamée. Donc la seconde partie m'a vraiment donné envie de poursuivre. Après, c'est pas une de mes priorités, vraiment pas. Donc si je les trouve, si je tombe dessus par hasard, je pense que je me fournirai la suite, mais je compte pas tout de suite passer une commande ou me rendre en librairie pour absolument prendre la suite. Mais quoi qu'il en soit, c'était une histoire sympathique. Je suis pas très webtoon, j'en ai déjà essayé un ou deux c'était sympa, mais ça m'a pas donné spécialement envie de continuer davantage. Celui-ci c'est différent vu que j'ai quand même envie d'un petit peu poursuivre cette histoire. Je pense que ça peut être très sympa et je suis curieuse de voir ce qui va arriver à cette jeune fille dans la suite. Alors je passe maintenant à celui-ci qui est Le Monde de Léna de Fabien Clavel aux éditions Rajo. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque et la couverture est vraiment magnifique. C'est elle qui m'avait un petit peu attiré l'œil. Je trouve ça vraiment très beau, il y a beaucoup de détails et avec ces petits effets de dorure, c'est vraiment magnifique. Alors au niveau de l'histoire et de cette lecture, j'avoue que c'était pas fou, c'est pas une lecture que j'ai beaucoup appréciée malheureusement. Alors dans cette histoire, eh bien nous avons un personnage qui est auteur et il va commencer à écrire une histoire dont l'héroïne est en fait sa petite fille. Sa petite fille s'appelle Léna, donc il va créer une histoire dont elle est l'héroïne et cette héroïne va du coup s'appeler Léna aussi, mais avec un double L, vu qu'il veut une histoire dans le genre de la fantasy. Il va donc commencer à écrire et créer son histoire, donc un récit de fantasy, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup d'aventures et de créatures fantastiques. Et malheureusement, il y a un petit problème, c'est-à-dire que sa fille, un jour, ne va pas se réveiller. Donc, elle est allée se coucher le soir. Il lui a raconté son histoire et le lendemain, impossible de la réveiller. Elle semble plongée dans un sommeil profond. On dirait du coup qu'elle a été impactée par le récit et que du coup, la fiction s'est un petit peu mélangée avec la réalité. Ça, c'est pour le résumé en gros, je vous donne pas plus d'éléments non plus. Et j'avoue que je n'ai pas vraiment été convaincue par cette histoire. Alors j'ai trouvé l'univers très intéressant mais très peu structuré. Je trouvais que c'était assez brouillon, assez fouillis et étant donné que ça s'adresse à un public jeunesse et que moi j'ai été un peu perdue dans cet univers qui était pas assez structuré, je me dis ou alors j'ai vraiment pas compris, mais je me dis qu'un public plus jeune va encore moins comprendre. Donc ça m'a un petit peu dérangée. C'est un récit qui reste classique, même un peu trop classique pour moi, avec quand même pas mal de clichés qui sont déjà vus et revus. Il y a aussi un élément qui concerne tout ce qui est la nuance entre les rêves et la réalité et la limite entre les deux. Et j'ai trouvé ça aussi un petit peu complexe et pas spécialement bien expliqué. Du coup, de nouveau, est-ce qu'un jeune public va pouvoir bien comprendre et se situer dans cette histoire? Parce que même moi, par moments, j'étais un petit peu perdue par rapport à cette notion. Donc, il y a ces petits éléments qui m'ont dérangée. Après, c'était plaisant à lire. Il y a des chapitres qui s'alternent. Donc, on va avoir des chapitres qui se passent dans notre monde, où on a cette police-là, vous voyez, c'est ce genre de choses. Où là, on va suivre l'auteur qui écrit sa nouvelle histoire. Et là, on se retrouve dans le monde de son histoire avec des petites cartes. Ça, c'était très sympa à suivre. Après, avec à chaque fois ce genre d'entête pour les chapitres. Je sais qu'il y a une carte à un moment donné. Je vais essayer de vous la retrouver. Évidemment, là, voilà. Voilà, on a une carte du monde de Léna, donc il y a plein de petites choses qui sont sympas et qui ajoutent un plus à l'histoire. Il y a aussi beaucoup de jeux de mots au niveau des personnages. Donc il y a un personnage qui a un oncle et il s'appelle l'oncle incarné. Donc au niveau des noms des personnages, il y a plein de petits jeux de mots comme ça qui sont super sympas, mais malheureusement, les autres choses ont fait que ça a un petit peu descendu mon enthousiasme pour cette lecture et du coup, ça ne m'a pas convaincue
dans son ensemble. Alors, je vais passer maintenant à ma lecture de Ceux qui servent de Maxime Duranté. C'est le service presse, c'est un des services presse qui m'a été envoyé, dont je vous ai déjà parlé la fois précédente, je pense. Je l'ai reçu en e-book, donc je vous mets la petite miniature, la petite illustration ici sur le côté. Et j'ai terminé cette lecture, donc je peux vous en parler maintenant. Dans cette histoire, en fait, nous allons suivre le commandant Sunny Tersola. Et cela fait plusieurs années que la guerre est terminée et que la paix règne. Donc il y a une certaine vigilance, évidemment, une certaine vigilance militaire qui est faite pour veiller à ce que cette paix perdure, bien entendu. Et à un moment donné, il y a une tempête très bizarre qui va se déclarer et il y a une escadrille de chevaucheurs, c'est-à-dire que ici on est dans un univers où il y a des griffons. Donc il y a des hommes qui chevauchent ces griffons. Ils étaient partis pour faire une petite mission d'observation dans les alentours. Cette tempête se déclare et malheureusement elle va éliminer toute l'escadrille. Sunny, le commandant Sunny sent que c'est pas normal et malgré les ordres de son supérieur qui lui disait de ne rien faire et de ne pas bouger, elle va prendre la décision de partir avec son griffon qui s'appelle Telly et de partir un petit peu en reconnaissance pour voir ce dont il était question. Et sur leur chemin, ils vont croiser un ennemi auquel ils ne s'attendaient pas. Donc ça, c'est un petit peu pour le résumé. Et du fait de cette rencontre avec cet ennemi, on va se rendre compte qu'il y a bien une menace qui, de toute évidence, gronde dans le nord du royaume. Donc voilà pour le petit résumé. Comme je vous l'ai dit, on est dans une histoire avec des griffons, une thématique que j'ai beaucoup appréciée. C'est vraiment très sympathique. Moi, ça fonctionne quand on parle de dragons, de griffons, de créatures un petit peu fantastiques. Ça m'attire directement, donc ça a été le cas ici. C'est bien construit. C'est un récit qui va mêler des intrigues politiques et des complots assez mystérieux. Au niveau des thématiques, évidemment, il y a les griffons, mais ça va aussi parler de la guerre, de secrets, d'honneur, de loyauté, tout l'aspect militaire également. Alors j'ai beaucoup apprécié suivre le personnage de Sunny parce que c'est avec elle que nous allons passer un bon moment, qui est un personnage très fort et très courageux. C'est une combattante, donc elle se laisse pas faire, elle a un caractère bien affirmé, elle sait se défendre, elle n'hésite pas à prendre des risques non plus pour sauvegarder la paix, pour sauvegarder ses principes. Elle est très loyale, elle est très attachée aussi à son métier de militaire. Donc c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié et j'ai adoré la suivre. J'ai beaucoup aimé aussi le lien qu'il y a entre le chevaucheur et son griffon parce que c'est exploité et exploité d'une façon que j'ai beaucoup appréciée. Cette relation est super intéressante. J'ai apprécié la plume qui a un petit côté exigeant quand même. Donc il faut quand même une certaine attention quand on lit cette lecture, mais moi ça m'a pas dérangé. C'est quelque chose que j'apprécie même justement, d'avoir une plume un peu plus travaillée et de devoir être un petit peu plus concentré dans sa lecture. Moi ça me gêne pas, je trouve que ça apporte justement quelque chose en plus. Alors oui, il y avait quelques petites longueurs par moment, j'avoue, mais ça m'a pas dérangé spécialement étant donné qu'il y a quand même pas mal d'action et de scènes de combat, ce qui fait que ça rythme continuellement la lecture. Le seul petit truc, c'est que les chapitres sont quand même assez longs. Donc je sais que ça peut déranger certaines personnes qui aiment bien avoir des chapitres courts pour justement amener un certain rythme. Comme je vous l'ai dit ici, le fait que ce soit long n'empêche pas un rythme vu qu'on a sans cesse des scènes un petit peu plus rythmées qui interviennent. Mais c'est vrai que si on aime bien par exemple terminer son chapitre pour clôturer sa lecture, on va pas passer 5 minutes pour terminer son chapitre ici. On en aura pour un peu plus de temps. Donc c'est peut-être le petit élément un peu moins fun de la chose, mais moi personnellement, peu importe la longueur des chapitres, ça n'entache pas ma lecture. Donc voilà un petit peu pour mon avis. Et la chose sympathique aussi et originale par rapport à cette lecture, c'est qu'il y a un jeu vidéo qui est attaché. Donc il y a la possibilité aussi de faire un petit jeu en même temps
de la lecture. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en parallèle. Je lisais un chapitre du livre, je faisais le petit jeu. C'est ce qu'on m'avait conseillé et c'est vrai que c'était très agréable de le faire comme ça parce que j'avais justement les deux éléments qui étaient liés, la lecture et le petit jeu vidéo. C'est original, c'est ludique. C'était très sympa et ça change des lectures habituelles. Donc voilà pour cette lecture et encore merci pour l'envoi de ce service prêt. On passe maintenant à celui-ci qui est Les Annales de la Compagnie Noire, le premier tome de Glenn Cook aux éditions J'ai lu. C'est le premier tome et je l'ai écouté, donc c'était une lecture audio. Je vous en ai déjà parlé parce que ça faisait un petit moment qui m'accompagnait dans les oreilles. Donc là j'ai pu terminer cette lecture et je suis un petit peu perplexe par rapport à cette lecture. D'abord je vais vous faire un petit résumé de la chose. Eh bien, nous allons suivre la Compagnie Noire, comme on s'en doute, qui sont en gros des mercenaires. C'est une troupe de combattants, d'hommes, de militaires, de formation ou autre, de magiciens aussi, qui vendent leurs services aux plus offrants et qui du coup se déplacent beaucoup et qui vont de mission en mission et la compagnie, cette compagnie a la particularité de tenir des archives, donc consigner toutes les missions et tout ce qu'elle vit en fait, tout ce qui est tradition, souvenirs, mission, expérience, donc tout ce que par quoi cette compagnie passe, on les consigne dans des annales et ça dure depuis des siècles. Et cet élément est très important, c'est ça qui fait la particularité de cette compagnie, ce sont ces annales. Du coup, il y a beaucoup d'archives, bien entendu, vu que ça fait des siècles que cette compagnie existe, il y a beaucoup d'encre qui a été versée et beaucoup de choses qui sont consignées. On se retrouve à un moment, à une époque où la situation est assez complexe, où il y a pas mal de changements, où l'époque est vraiment très troublée et ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été aussi troublée. La compagnie va entrer au service d'un personnage qui s'appelle la Dame. Et de ses sorciers aussi. Cette dame est accompagnée de sorciers assez étranges, même maléfiques on pourrait dire. Et il y a une bataille assez sanglante qui se prépare et la compagnie va être plongée là-dedans. Donc ça c'est un petit peu pour le résumé, même si c'est pas facile à résumer, mais en gros c'est ça. Donc ici on est dans une saga, c'est un premier tome, qui est assez introductif je trouve, en tout cas j'ai trouvé. On nous pose les bases, mais ça reste encore assez confus. On est dans une ambiance médiévale, dans une ambiance militaire évidemment, comme je vous l'ai expliqué. Donc on a des personnages qui sont pas des bisounours, hein, clairement. Ce sont des mercenaires, ce sont des militaires, ce sont des voyous, ce sont des voleurs. Donc on a ce genre de personnages qui font partie de la Compagnie Noire. Après, en intégrant la Compagnie Noire, ça devient un genre de famille. Il y a quand même des lois et des choses à respecter, mais de base les personnes qui sont engagées là-dedans ce sont pas non plus les personnes les plus bienveillantes de la Terre. Donc c'est assez folklorique au niveau des personnages. Il y a tout un aspect magie qui va intervenir aussi. Il y a pas mal de combats, il y a des créatures fantastiques également. Donc c'est un univers qui est assez complexe à ce niveau-là, assez travaillé. Et j'ai trouvé que ça avait quand même quelques lenteurs. C'est assez lent à démarrer et il se passe pas grand chose, enfin entre guillemets, parce qu'il y a des batailles, il y a des combats, des choses bougent, mais fondamentalement il n'y a pas énormément de choses qui se passent, dans le sens où je sais toujours pas où va cette compagnie, quelle est leur mission. Je sais que c'est une saga avec beaucoup de tomes, du coup quelle est la finalité de tout ça. Donc sans doute que je dois un petit peu prendre mon mal en patience et peut-être poursuivre la lecture et que là j'aurai les réponses qui vont venir à moi petit à petit. Mais c'est vrai qu'ici je reste assez dans le flou. Donc le début a été un petit peu compliqué. Je pense même que j'ai
un petit peu rebobiné. Je suis revenue au début pour réécouter certaines parties parce que c'était assez long, assez lent et que je voyais pas vers quoi on allait se diriger. Donc dans la seconde partie, il y a plus de choses qui arrivent. Là, le rythme avance. Toute la notion par rapport à la dame est davantage exploitée. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place, mais ça reste une lecture mitigée parce que je suis toujours un petit peu dans le flou par rapport à toute cette compagnie, par rapport à ce récit. Ça m'intrigue quand même. Du coup, je pense que je vais continuer. Je vais un petit peu plus me renseigner, voir combien de tomes il y a pour lire davantage et voir un petit peu vers quoi tout cela va se diriger, quel est l'objectif, la finalité de tout ça, parce que je pense que ça peut être super intéressant et je pense que ça peut annoncer quelque chose de vraiment sympathique. Mais ici, je suis un petit peu restée sur ma faim. Je pense pas le faire tout de suite, ce sera pas une priorité non plus de continuer cette saga parce que j'ai d'autres choses qui ont la priorité, mais je n'abandonne pas, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que je suis restée un petit peu perplexe. Sans doute que c'est parce que c'est un premier tome et souvent les premiers tomes dans tout ce qui est saga fantasy de longue haleine, hein, où il y a pas mal de tomes. Le premier tome est toujours très introductif et du coup il faut continuer pour vraiment se lancer et être immergé dans l'histoire, dans le récit. Donc je pense que c'est le cas pour celui-ci. Je pense qu'il vaut la peine de continuer. Et du coup, je compte bien le faire, mais ce ne sera pas une de mes priorités. Je passe maintenant à celui-ci qui est Le Silence de Denis Lehane aux éditions Gallmeister. Vous l'avez vu passer parce que c'était une de mes lectures en cours depuis quelques jours, même quelques semaines. Et là, ça y est, je l'ai terminé. Alors, dans cette histoire, en fait, nous sommes en 1974 dans une petite banlieue irlandaise de South Boston. Et on va suivre Mary-Pat, dont la fille Jules a disparu un soir. Elle est sortie avec des amis et elle n'est jamais rentrée. Mary-Pat va aussi apprendre que la même nuit, il y a eu un incident, donc c'est-à-dire qu'un jeune noir est mort. Et il est mort dans des circonstances assez étranges. Du coup, la police va enquêter et il va y avoir la question de est-ce que la disparition de Jules et la mort de cet homme, de ce jeune homme, est potentiellement liée, oui ou non. Et du coup, il va y avoir une enquête par rapport à tout cela. Il va y avoir une enquête de la part de la police, mais Mary-Pat, elle aussi, va commencer à un petit peu interroger ses voisins et interroger les habitants de la ville pour essayer de retrouver sa fille, bien entendu. Et évidemment, on va un petit peu apprendre davantage concernant ces deux événements. Donc voilà pour le résumé. C'était vraiment une très très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup apprécié le personnage de Mary-Pat, qui est une femme qui est combattante, qui est prête à tout, vraiment à tout pour la vérité. C'est assez difficile pour elle parce que on est dans ce genre de petite ville où tout le monde se connaît. Tout le monde est né là-bas, a grandi là-bas et reste là-bas pour la plupart. Donc c'est les voisins, ce sont des gens avec lesquels vous êtes allés à l'école. Et du coup, tout le monde se connaît très bien. Et ici, Mary-Pat va être confrontée à un silence. Donc, quand elle va interroger les personnes susceptibles de lui donner des informations sur ce qui s'est passé et où se trouve sa fille, eh bien, on va refuser de lui répondre, ce qui est assez inattendu. Parce que un des principes dans ce genre de ville, c'était justement d'aider et d'être là pour les habitants, pour la communauté. Et ici, elle va se confronter à un silence extrêmement dérangeant. Donc ça va pas du tout la décourager, au contraire, ça va la titiller davantage. Ça va aussi la mettre en colère et du coup elle va aller chercher davantage, quitte à se mettre en danger, parce que en continuant justement à chercher et à gratter, eh bien elle va mettre des personnes dans l'embarras et puis un petit peu en colère quand même, parce que nous sommes dans une ville où il y a des problèmes de drogue, où il y a des problèmes de racisme également. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petites choses dangereuses. Les habitants qui sont là, il y en a certains où c'est pas des enfants de cœur.
Et Marie-Pat, elle s'en fiche en fait. Elle n'hésite pas justement à bousculer tout ce petit monde. Donc c'est un personnage vraiment super intéressant et très très fort. Comme vous l'avez compris, je pense on est dans un récit qui est très sombre, très noir. C'est des sujets difficiles. Comme je vous l'ai dit, eh bien ça va parler de racisme, ça va parler de drogue, ça va parler de ségrégation. Il y a beaucoup de violence, il y a aussi toute une histoire de vengeance. Donc c'est pas une histoire toute douce, c'est pas du tout du feel good, mais c'était très très bien fait, c'était super intéressant. J'ai beaucoup apprécié la plume de l'auteur, j'ai apprécié le personnage de Marie-Pat qui n'est pas épargné, il va se passer plein de choses. C'est difficile comme histoire, mais c'est très très bien fait. Donc franchement, je vous le recommande parce que c'est intéressant à lire. C'est vraiment prenant, c'est immersif, donc je peux que vous le recommander. Je passe maintenant à celui-ci qui est L'Apprentie cartomancienne de Aurélie Croiset aux éditions Echo, mais c'est les éditions Gulfstream. C'est un petit livre jeunesse, qui est pas très gros, que j'ai lu en une traite hier, donc ça s'est très très bien lu. Et vous voyez, j'ai pris cette habitude, comme vous le savez, de mettre des petits post-it comme ça pour annoter... enfin pas annoter mais pour voilà, signaler des phrases intéressantes ou des trucs rigolos ou des trucs choquants, et il y en a pas mal sur celui-ci malgré la petite taille de ce petit livre. Il me faisait de l'œil depuis un moment et là je l'ai trouvé sur Vinted et j'en ai profité pour me le prendre, et du coup j'ai pas attendu longtemps pour le lire et c'était vraiment très très chouette. J'ai beaucoup apprécié cette lecture qui était vraiment très sympa. Alors dans cette histoire, on se retrouve à Paris au début du 19e siècle et on va suivre Louise qui est une jeune fille qui est orpheline et qui survit dans la rue en tirant les cartes. Donc elle est diseuse de bonne aventure et elle va avoir un jour un souci. Et elle va tomber sur une femme qui va la prendre sous son aile. Cette femme n'est autre que la célèbre cartomancienne Marianne Lenormand, qui a ses entrées à la cour, notamment auprès de Joséphine, l'épouse de l'empereur. Donc elle est connue, elle est célèbre et elle vit confortablement. Elle va voir le potentiel de Louise et elle va la prendre officiellement comme servante et officieusement comme apprentie cartomancienne. Le travail de Louise, c'est de rester dans l'ombre quand elle fait ses séances et d'analyser en fait les signes, les émotions. Elle doit en fait décrypter le visage de des clients qui vont arriver chez Madame Lenormand pour lui donner des éléments de façon à ce qu'elle ait plus facile à tirer les cartes. Alors Louise va passer quelques années auprès de Madame Lenormand, tout se passe bien pour elle. Elle est sortie de la rue, elle est confortablement installée dans un immeuble. Et le problème, c'est que cette femme, Madame Lenormand, a l'art de s'attirer les foudres de personnes haut placées. Et à un moment donné, elle va être arrêtée parce qu'elle a dit quelque chose qui a déplu à un commissaire. Donc elle va être arrêtée, emmenée en prison. Et Louise va se trouver fort démunie. En parallèle de ça, il va aussi y avoir une affaire de meurtre, étant donné qu'il y a le corps d'une jeune femme qui va être retrouvée avec un poignard planté dans le cœur. L'inspecteur qui est en charge de cette affaire avait l'habitude de voir Madame Lenormand pour des prévisions, c'est comme ça qu'on dit, je pense, de l'avenir, et du coup il sollicite Louise. Il lui demande son aide parce qu'il pense que son talent et aussi son talent d'observatrice pourrait lui être utile dans cette enquête. On va suivre donc Louise qui va d'un côté tout faire pour essayer de sortir Madame Lenormand de prison et en même temps aider cet inspecteur à résoudre le meurtre de cette femme. Voilà pour le résumé, et c'était vraiment une très très chouette surprise. C'est destiné à un public jeunesse, mais c'est vraiment très très bien fait, c'est super bien construit, c'est prenant, je l'ai dévoré, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le personnage de Louise, j'ai beaucoup apprécié aussi Madame Lenormand, qui est une femme affirmée, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, de gêner des personnes influentes ou de gêner notamment des hommes.
parce que on est à cette époque où la parole de la femme n'a que peu de valeur et cette femme dénote. C'est ça aussi qui lui attire souvent les foudres de personnages influents. Donc tout cet aspect-là était super intéressant également. Louise aussi a son franc-parler, c'est une jeune fille très intelligente qui a été abîmée par la vie précédemment, dans sa jeunesse évidemment, de son statut d'orpheline, de tout ce qu'elle a vécu dans la rue, des difficultés qu'elle a eues quand elle était plus jeune. Ça fait que c'est un personnage très courageux, très volontaire, que j'ai vraiment bien apprécié suivre. Le personnage de l'inspecteur est vraiment top aussi, parce qu'il a une vision un peu plus évoluée des femmes notamment, donc c'est un personnage qui fait du bien. Au niveau de l'époque, vous l'avez sans doute compris, on est à l'époque napoléonienne, donc c'était très sympathique à suivre. Il y a le personnage de Joséphine qu'on va rencontrer une ou deux fois, c'est pas l'élément central de l'histoire, mais c'est sympathique, ça a ajouté un petit plus aussi. Alors ça va parler évidemment de cartographie, de tarot, tirer les cartes, boule de cristal, diseuse de bonne aventure. Donc si vous n'aimez pas cette thématique, je vous le recommande pas. Moi j'ai pas d'avis spécialement par rapport à ça et ça ne me dérange pas cette thématique dans les romans. Ici c'était très très bien amené. On a aussi un petit ajout à la fin, parce que les chapitres parce que les titres des chapitres en fait viennent d'un tarot divinatoire appelé le Petit Normand. Donc on a à la fin les cartes qui sont indiquées. Il y a donc le cercueil, la maison, le chien, la faux, le monsieur et on a la petite information qui est indiquée dessous. Donc c'est très sympa, ça apprend quelque chose. Moi je trouve ça intéressant. Alors il y a aussi plein de petits éléments où c'est vraiment super. Je vais essayer de vous retrouver. C'est des petites notes de bas de page qui sont mises assez régulièrement. Voilà, où vous avez évidemment la petite note de bas de page, le petit numéro qui est présent dans le texte. Et en dessous, vous avez la petite annotation pour briller en société et la petite explication. Donc ici, ça concerne le mot nécromancie qu'on rencontre au tout début. Et là, il est indiqué qu'à l'origine, la nécromancie est un art divinatoire qui consiste à communiquer avec les personnes décédées. C'est la culture pop qui a véhiculé la nécromancie comme la capacité de causer la mort ou d'animer un cadavre sans pour autant lui redonner vie. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça où je trouve ça super intéressant, surtout quand c'est pour un jeune public. Je trouve ça vraiment très sympa de rajouter des petites notes comme ça qui donnent davantage d'informations, une petite définition, une petite explication. C'est très ludique et du coup c'est aussi super intéressant, mais je pense que je l'ai déjà dit. Donc voilà pour cette lecture, c'était super sympa. Il y a l'aspect ésotérique, il y a l'aspect thriller, les deux sont confondus. Et c'est très très bien fait. Franchement, je le recommande parce que j'ai passé un super moment avec Louise et avec les autres personnages. Alors oui, c'est pour de la jeunesse, donc l'intrigue en elle-même concernant l'affaire de la jeune femme décédée, ça m'a pas surpris, hein. J'avais déjà vu quelques pistes, mais c'est quand même assez bien fait parce qu'on est emmené vers différentes pistes. Donc on n'a pas un chemin qui est tracé, qu'on a juste à suivre. Il y a quand même des petites impasses qui se présentent, des petites suspicions par rapport à d'autres personnages. Et au final, c'est pas ça. Donc il y a quand même un travail par rapport à ça. Toute l'histoire ne nous est pas pré-mâchée. Après, ça, c'est pas non plus un rebondissement incroyable. Au bout d'un moment, j'avais compris qui était derrière tout ça, même s'il y a eu quand même des petits retournements de situation très intéressants. Donc vraiment, très très belle surprise. Je suis contente de l'avoir trouvé sur Vinted, de l'avoir lu et d'avoir découvert cette histoire que je recommande. Je passe maintenant à celui-ci qui est La Cité des Sangs Purs de Lucie Chaponnet. C'est une intégrale. C'est au Lumika Édition.
que j'ai eu au salon du livre de Mons et c'est un des livres qui a été choisi pour mon challenge 24 livres pour 2024. Donc je l'ai terminé et ça a été très vite pour le lire. Donc déjà au niveau de l'écriture c'est vraiment très agréable. Au niveau du petit résumé. Alors nous sommes à Imwin qui est la capitale de la cité des Sangs Purs. Les Sangs Purs ce sont des personnes, des mages qui gouvernent en fait cette ville, ce royaume. Et ces Sangs Purs ont des pouvoirs et c'est grâce à ces pouvoirs qui règnent justement sur les castes inférieures. Parmi ces castes inférieures, on a les privilégiés et on a les poussières. Et dans cet univers, on va suivre Senya qui est une poussière dont les parents viennent d'être assassinés. Et suite à cela, suite à cet événement tragique et par un concours de circonstances dont je ne vous explique pas tout, elle va être intégrée dans une maison de sang pur pour devenir en fait la protectrice, le garde du corps d'une jeune fille, une jeune fille sang pur qui s'appelle Myodancel. Elle va donc subir un entraînement très poussé pour tout ce qui est combat et protection et on va suivre donc cette jeune femme qui s'appelle Senya qui protège Myodancel avec laquelle elle va devenir amie, elles vont devenir très proches malgré les différences de caste évidentes parce que normalement on ne se mélange pas, les sangs purs sont très imbus d'eux-mêmes, ils se mêlent pas avec les privilégiés et encore moins avec les poussières qu'ils considèrent vraiment comme de la crotte. Et dans tout ce petit monde, il va y avoir quelque chose qui va être déclencheur, c'est-à-dire qu'il y a un ombre qui va arriver. Les ombres sont des sangs purs, mais un petit peu différents. Ils ont un statut encore un petit peu différent, étant donné que ce sont les espions du conseil, donc le conseil des mages, des sangs purs. Ils leur servent d'espions. Et du coup, on sent que l'arrivée de cette ombre cache quelque chose. Est-ce qu'il y aurait un danger, sachant que, évidemment, Senya, elle est la garde du corps de Myodancel, que Myodancel subit des attaques et des tentatives de meurtre depuis maintenant des années. Donc il y a la question de savoir s'il n'y a pas un danger plus important qui se profile à l'horizon. Et effectivement, c'est le cas, vous vous en doutez bien, il y a un complot qui est occupé à être un petit peu fomenté. Et du coup, eh bien, Senya va se retrouver plongée au milieu de tout cela. Ça, c'est pour le résumé, un résumé qui est très limité, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais je ne vais pas vous donner trop d'informations, évidemment, hein, c'est pas le but. Mais j'ai beaucoup apprécié cette intégrale. Donc il y a le premier tome ici qui est donc d'ombre et de poussière et le second tome qui est d'ombre et de sang. J'ai lu le tout, j'ai enchaîné le tome 1 et le tome 2 et c'était vraiment très sympa. J'ai beaucoup apprécié. Une belle découverte également pour cette lecture où on va y avoir de la magie parce que les sangs purs ont des pouvoirs comme je vous l'ai dit et ils sont rattachés à différentes choses. Donc il y a des sangs purs qui ont un pouvoir par rapport à la terre, d'autres par rapport au feu, d'autres par rapport aussi au corps. Donc il y a pas mal de spécificités comme ça très intéressantes. D'ailleurs c'est mis ici au début. Il y a un petit, voilà, la lignée des sangs purs. Vous voyez, on a les corporels, on a les sensitifs, on a les élémentaires et on a les invisibles. Donc les invisibles, il y a les ombres et les lumières. Donc l'univers est vraiment bien travaillé, bien construit, assez complexe, mais pas complexe dans le sens galère à comprendre, mais bien fourni, bien travaillé. C'était super intéressant, j'ai vraiment apprécié cette lecture. J'ai apprécié suivre Senya qui est un personnage très attachant. Myodancel au début, c'était un petit peu la petite fille gâtée et capricieuse, mais elle va avoir une belle évolution. C'est un personnage qui est plus profond que ça. Il va se passer plein de choses. Il y a des combats, il y a des trahisons, il y a des complots, il y a des secrets. Il va y avoir des petites histoires d'amour, une petite romance qui, je dois dire, est bien amenée. Moi qui suis pas super fan de pure romance, c'est très bien fait. Donc j'ai été agréablement surprise par ce récit. On va apprendre aussi plein de choses par rapport à Senya, vous vous en doutez, au niveau de son origine, de ses parents. Elle va subir un apprentissage également par la suite. Il y a plein de surprises et de rebondissements. C'était vraiment très sympa à suivre. Et la fin, je dois dire que la fin m'a brisé le cœur parce que les personnages ne sont pas épargnés, vraiment pas.
Donc oui, j'ai été très surprise de cette fin, je m'attendais pas à ça. Après, c'est ça qui fait que la fin est belle et cohérente en fait avec tout ce qui se passe aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses dans cette histoire, je suis très contente de l'avoir découvert et je ne peux que vous recommander également cette lecture que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Et ma dernière lecture, mais non des moindres, c'est Babel, que j'ai terminé, comme je vous l'avais annoncé, je pense. C'est de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. Cette toute belle édition que vous avez déjà vue, je l'ai terminée et c'était incroyable. C'était un coup de cœur, j'ai adoré cette lecture. C'était incroyable. Au niveau du résumé, déjà, on va suivre, donc on est en 1928 et on va suivre un jeune orphelin chinois qui va être recueilli par un professeur et qui va être emmené par ce professeur à Londres. Il va le former aux langues. Il va apprendre le grec, il va apprendre le latin. Il va suivre du coup des études assez poussées. Il va aussi être rebaptisé, donc on va le rebaptiser Robin Swift. Et le but de ces études, c'est qu'il puisse intégrer par la suite Babel qui est le prestigieux Institut Royal de Traduction d'Oxford, de l'université d'Oxford. Donc c'est vraiment une école très prestigieuse où ils font quelque chose en rapport avec la magie. Mais je vous en dis pas plus, je m'arrête là pour le résumé parce que tout simplement moi je l'ai commencé en ne sachant pas dans quoi je me lançais, je n'ai pas lu le résumé. J'avais entendu 2-3 échos mais vraiment très peu parce que je voulais pas en savoir plus et justement ça a été fantastique je pense parce que du coup je ne savais pas dans quoi je me lançais donc je vais pas vous en dire davantage. Mais j'ai adoré, c'était grandiose, c'était fantastique, c'était incroyable cette lecture. Alors ce livre va parler de énormément de choses, vraiment beaucoup de choses. Ça va parler de magie, ça va parler de racisme, ça va parler de politique, d'amitié, de drame, de violence, de colonialisme, évidemment de mots, de traduction, de la juste signification des mots, de la Chine, des injustices également et encore beaucoup d'autres choses. Il y a énormément de thématiques qui sont abordées. Là, vous avez un petit panel. On va se retrouver dans une ambiance Dark Academia que j'ai beaucoup apprécié. C'est un genre que j'apprécie énormément. Je m'en rends compte à chaque fois que j'ai ce genre de thème qui arrive. C'est vrai que j'apprécie beaucoup ici. C'est très bien fait aussi. C'est vraiment un récit qui ne nous laisse pas indifférents. Je pense, en tout cas pour ma part, il ne m'a pas laissé indifférent par ces thématiques qui révoltent, qui rendent triste, qui chamboulent. On passe par beaucoup d'émotions, aussi par les personnages qui sont bien construits, qui sont complexes, qui sont attachants pour certains, qui sont profonds. J'ai adoré les personnages. Ces personnages qui ne sont pas épargnés, qui vivent des choses très dures, qui sont malmenés. Oui, ça ne nous laisse pas indifférents. C'est vraiment pas facile de parler de cette lecture parce qu'il y a tellement de choses à dire et en même temps, je pense qu'il faut faire l'expérience de cette lecture parce que c'est un récit qui est prenant, c'est un récit qui est engagé. Je pense que c'est un récit qui est à découvrir vraiment. C'est un récit qui m'a marqué. Je suis extrêmement contente d'avoir fait cette lecture qui est très prenant malgré son épaisseur. Ça se lit en un rien de temps, vraiment. C'est un récit qui m'a marqué, c'est un coup de cœur pour moi. C'est une très belle découverte de 2024. D'office, il sera dans mon top de l'année 2024, si c'est pas le premier de mon top 2024, parce que je pense pas, sauf surprise, que un autre livre aura la force et la puissance de le détrôner. Mais sachez que pour l'instant, il est sur le podium médaille d'or de mes lectures 2024 parce que c'était vraiment incroyable. Voilà, on a fait le point pour mes lectures faites. Ça a pris un petit moment, j'espère que vous êtes toujours là. Je pense que j'ai été un peu plus bavarde que ce que je le
ce que je pensais. On va passer maintenant à mes lectures en cours. Là, ce sera un petit peu plus rapide, je pense. Alors, je suis toujours dans ma lecture de celui-ci qui est La Nurse du Yorkshire de Stacey Hall aux éditions Pocket. J'ai bien avancé, j'ai lu 30% environ et c'est super sympathique aussi. Stacey Hall, c'est une autrice que je connais vu que j'ai lu Les Sorcières de Pendle et l'orphelinat de Foundling, ou l'orpheline plutôt de Foundling, que j'avais beaucoup apprécié. Ici, on est de nouveau dans une histoire assez mystérieuse. Une nurse, évidemment, que nous allons suivre, qui va s'occuper de 3 jeunes enfants et on sent qu'il y a des choses un peu bizarres qui se passent dans cette famille. Donc, j'apprécie beaucoup cette lecture. Je suis toujours dans celui-ci, Anne de Windy Willow, que je savoure page par page, presque mot par mot. Je suis au chapitre 10 à la page 100, donc j'arrive à 30% de cette lecture que je savoure petit à petit. Je suis toujours dans celui-ci qui est La Maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercourt aux éditions Albin Michel Imaginaire, que j'apprécie aussi énormément. Je suis au chapitre 11, à savoir la page 126. C'est super intéressant. Là aussi, vous voyez, j'ai déjà mis des petits post-it. Là, je l'avais entre guillemets mis un peu sur le côté pour avancer dans les lectures dont je viens de vous parler pendant un long moment. Donc là, je vais un petit peu avancer dans celui-ci pour la semaine prochaine. J'ai commencé hier celui-ci qui est L'Oiseau et la Lame de Megan Bannon aux éditions Albin Michel. J'ai lu les 59 premières pages. Je suis au chapitre 4. Ça se lit très bien et ça a l'air très intéressant. À l'arrière, il était noté somptueux, dévastateur et puissant. Une lecture indispensable qui vous fait pleurer toutes les larmes de votre corps. Alors, pour me faire pleurer dans un livre, il faut déjà y aller. Donc, je suis curieuse, mais pourquoi pas. Ici, on est en 1279. Ça se passe au niveau de l'Empire mongol. Donc, ça a l'air sympathique et pour l'instant, j'ai vraiment bien apprécié ce petit début qui semble très prometteur. Donc, je vais le poursuivre. Je suis aussi dans la lecture du service presse qu'on m'a envoyé qui est Les jeux sont faits. Je vous mets la petite image là-dessus. J'ai pas avancé autant que je le voulais dans cette lecture, mais j'arrive plus ou moins à la moitié, donc tout va bien de ce côté-là. Et vraiment, pour tout vous dire, je vais commencer cette lecture qui est Une douce odeur de pluie de Jojo Moyes aux éditions Hauteville. Ça fait longtemps que j'ai plus lu du Jojo Moyes et c'est un livre qui a été sélectionné pour mes lectures 24 livres pour 2024. Donc, ben voilà, j'ai décidé de le sortir. J'ai mis mon petit marque-page. Anne de Green Gables d'ailleurs, c'est enfin par rapport à plutôt Lucy Maud Montgomery et les aventures de Anne de Green Gables, qui est très joli. Et du coup, c'est un livre que je n'ai pas encore commencé, mais que je vais commencer. Voilà pour mes lectures en cours. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Je ne suis pas retournée à la bibliothèque, donc je n'ai rien à vous montrer. Je n'ai pas fait d'achat non plus. Donc je vais vous laisser ici. Je pense que la vidéo est assez longue pour pouvoir vous laisser ici, ma foi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée, d'être toujours présent. Ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à me laisser, comme d'habitude, des petits commentaires, qu'on puisse discuter des lectures que je vous ai présentées, des lectures que vous êtes en train de faire. N'hésitez pas à me dire tout cela parce que du coup moi je me fais des petites notes quand il y a des titres qui m'intéressent. Donc laissez-moi des petits commentaires. Si vous n'avez pas envie de discuter, les petits emojis sont là pour ça. Donc en attendant, je vous souhaite un excellent dimanche, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.